Mama Sprinkler. Salut Eric! Salut Comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, c'est 2 semaines qu'on s'est vu? 2-3 semaines? Environ, ouais, on était un peu sur le tard avec le dernier podcast. Cool. Parce que, tu sais, COVID, annulation et tout, là. Donc, Jimmy nous avait sorti du pétrin. Puis, au final, là, ça a donné un sacré beau podcast. Avec plein de clips, Pas de pression, Laurent. En tout cas, le dernier était vraiment bon. Ce qui est vraiment cool, par contre, c'est que c'est le deuxième enregistrement d'affilée qu'on fait en studio. J'ai la mémoire courte, mais ça y est pas souvent, on dirait, ces jours-ci. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Bref, c'est super le fun entre ça aujourd'hui. Ouais. Laurent Mandeval, content de te revoir. T'as dit son nom de famille correctement? Ben, on a travaillé ensemble, Laurent et moi, quoi? 2 ans? Je sais plus. Oui, je pense que je dirais ça. Ouais, c'est ça, je dirais. Travailler ensemble où? La presse. À la presse. La presse plus? Exact. Ah, tu faisais quoi? Scrum Master. OK. Quand je suis arrivé, puis t'étais dans le comité de recrutement. Je me souviens. Que oui. Je pense que oui. Je m'en souviens. Quelque part, tu m'as recruté. Ouais. Ben, je pense que c'est un bon choix. Là. Aller chercher Laurent, ça s'avérait être un bon call. Puis on va pouvoir découvrir un peu plus, surtout aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont découvrir quelqu'un d'intéressant. Le souvenir qui me vient en tête par rapport à Laurent, c'est on avait fait un rassemblement de coachs agiles. Puis à la fin, j'ai posé. Puis Laurent était là. On était quoi, une cinquantaine de coachs, plus ou moins, du Scrum Master et autres. Et puis là, à la fin, je pose la question à tout le monde. Hey, je pense que quelqu'un a une entrevue demain pour un poste c'était chez Giro dans ce temps-là. Quelle question que vous me proposez à poser? Les gens m'amenaient des suggestions de questions. C'était chez Intact, je pense. C'était chez Intact, on avait fait ça chez Intact. Étais-tu présent à ce rassemblement-là? Oui, il était là. J'étais là. Et j'entendais Eric demander à assembler des questions, des idées de questions pour moi. Toi, tes notes, OK, ouais, c'est bon. Finalement, le lendemain, c'était pas une entrevue, pas du tout, là. Une conversation qu'on a eue. Un beau moment, d'ailleurs. Ouais. Juste parce qu'on est dans le beat entrevue, puis désolé, on enlève le spotlight 2 secondes sur toi, mais je sais pas si on l'a déjà dit sur les ondes la première fois qu'on s'est rencontré / échangé. Je pense pas. Juste pour l'anecdote, ça vaut la peine, 3 secondes d'écart. On allait passer les deux une entrevue chez Desjardins. Et puis moi, le recruteur avec qui je faisais affaire, s'était trompé de journée. Du coup, je m'en vais chez Desjardins, puis j'arrive, Eric est assis pour aller passer son entrevue. Je fais, c'est intéressant, c'est cool que tu sois là. Pour le même poste? Pour le même poste. Ah, d'accord. Je fais, ça va être cool. Puis t'es à quelle heure? 4h30? Hey, moi aussi, j'étais à 4h30. Quoi, c'est-tu une espèce d'entrevue, les deux en même temps? Oui, un face-à-face. Fait qu'on avait juste lancé, ça serait vraiment cool comme entrevue. Allons-y les deux, puis faisons l'entrevue et le gestionnaire sélectionnera. Vous jamais vu, là? Moi, je connaissais Eric de réputation puis avoir échangé à l'Agile Tour. Je pense pas que tu me connaissais à ce moment-là. On avait juste échangé, puis allons-y. Et moi, je le voyais même pas comme une compétition. Il arrivera ce qui arrivera, puis tant mieux. Côté du gestionnaire, je pense que toute proposition était on va pouvoir explorer le genre de transformation agile qui pourrait peut-être mener à ce genre d'entrevue aujourd'hui avec toi. Vous n'avez pas fait comme ça, alors? Oh, non, ça n'a pas été accepté. Puis finalement, toi, tu as fait ton entrevue le lendemain. Ouais. Moi, je suis retourné, puis j'ai fait Mathieu a eu le poste, pas moi. Donc, tu as gagné la compétition. Oui, j'ai gagné la compétition. J'ai jamais vu ça comme une compétition. Là, j'étais tellement jaloux, j'ai dit, il est temps chez Agile Partnership. Si c'est comme ça. You can't beat him, get him to join us. Puis c'est vrai, un mois ou deux, on commençait à travailler ensemble. Oui, via Isabelle. Après, exact. Ouais, via Isabelle. Qui a travaillé aussi avec Laurent à la presse? C'est un petit monde. Isabelle? Oui. Ah oui, mais l'agilité à Montréal, mon dos. Tout le monde se connaît, là. C'est fou. Ça rapproche. Donc, on vient de se rendre compte qu'on est tous cousins. Ouais. Mais Laurent, tu as fondé Codopal avec quelques collègues. C'est quoi Codopal? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je suis curieux. Qu'est-ce que c'est Codopal? Déjà, on peut parler de choses concrètes. C'est une coopérative autogérée de professionnels qui œuvrent tous dans le même sens autour d'une raison d'être qui est commune, qui est en gros, on va dire, dit simplement, stimuler l'évolution des organisations. Okay. Et si on utilise vraiment les mots là, de la mission qui a fondé la coop, là. C'est créer des espaces d'écoute, d'apprentissage et de pratique pour aider à faire évoluer les organisations puis les individus. Ouais, c'est ça. C'est beau. Évolution est au cœur de votre mission. Vous avez Clairement, c'est central, effectivement. Tu vois, t'as bien vu. Ouais, c'est ça.
Voilà ce qu'on se propose, la différence, la contribution positive au communauté monde, à la montréalaise. communauté qu'on se propose de faire, ouais, effectivement. Je vois que le modèle d'affaires ressemble beaucoup à Agile Partnership. Ouais, il y a peut-être des rapprochements qui sont possibles. Vous allez avoir accès à une espèce de date live ce soir. Je pense qu'on voulait profiter du podcast aujourd'hui pour annoncer aux partenaires de Laurent qu'on fusionnait. Et de nous. Ça va s'appeler Opal Partnership. Voilà. C'est ça? Ou Code Partnership. Ça sonne un petit peu plus film. Code agile. Puis regarde, on va faire un brainstorm là-dessus. Malade. Ouais, malade. Là tu me parlais de comment tu dis ça? Opalité? Opacité. Non. Opacité. Opalité, c'est ça. Opalité, ouais. C'est quoi ça de l'opalité? Qu'est-ce que c'est? Trademark Code Opal. Trademark plutôt, on va dire Frédéric Laloux surtout qui a mis ce terme de l'avant en anglais au départ, parce que son fameux livre, la Reinventing Organization, est sorti en anglais, mais après j'ai fait l'erreur d'appeler ça Sarcelle dans une conférence. Ah oui. Oui. Je cherchais une traduction, j'ai pris Google Translate, il a mis Sarcelle, dans ma présentation où j'inclus Laloux. Bleu Sarcelle. Bleu Sarcelle, C'est une espèce de bleu vert-ish là. C'est ça. Là, je me suis fait corriger par un participant dans la salle. Donc, opalité. Mais si tu veux, après, le jargon, c'est pas comme dans l'agilité où il y a des mots qui se sont installés parce que la maturité fait que il y a des mots qui s'installent, qui deviennent des références et après ça forme un jargon. Si tu veux, là, le jargon est pas encore formé parce qu'on est sur quelque chose de plus émergent que l'agilité. Donc, si tu veux, si t'entends opal, horizontal, libéré, post-conventionnel, tout ça, c'est pour moi, c'est la même chose en tout cas. Ça réfère en fait au même paradigme organisationnel. Ouais, voilà. OK. Des exemples de ce paradigme? On pourrait déjà décrire un peu le paradigme. C'est quoi? Je pense que mettons rapidement comme ça, des caractéristiques, c'est déjà de se réunir autour d'une raison d'être qui est en fait une manière de contribuer positivement à la société. Je pense que ça, c'est vraiment une caractéristique fondamentale. C'est que c'est un groupe une organisation avec ce paradigme-là. C'est une organisation qui se propose d'avoir en général un but qui est un peu plus grand qu'elle, puis qui contribue positivement. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique. En fait, c'est ce qui définit même, je dirais, la réussite pour ce genre d'organisation. Donc, qui la différencie de d'autres types de réussites qui sont définies autrement dans d'autres paradigmes organisationnels. Ensuite, je citerai je pense la manière d'entrer en relation entre individus qui est beaucoup autour de l'empathie en fait. Dans l'entreprise ou l'entreprise versus à tous les niveaux. Donc aussi on s'inclut dans l'environnement et on se sent relié finalement à chaque personne autour de nous, puis l'entreprise aux autres partenaires. Donc si tu parles de partenariat, c'est des mots qu'on utilise souvent. Donc on se sent relié à la société aussi. On se coupe pas de chez ceux-là. Il y a toujours un lien quelque part. On se voit dans un système complexe. C'est un petit peu dans la manière de se représenter les choses. Je pense que ça fait partie aussi. Dans l'empathie, qu'est-ce que j'appelle l'empathie? C'est parce que souvent, il y a la sympathie, l'empathie. La sympathie serait plutôt comme quand on souffre un peu avec l'autre. C'est-à-dire que si t'es triste, Mathieu. Je suis triste aussi. Voilà, je vois que t'es triste. Donc moi aussi, je vais partager ta tristesse, mais dans le sens où je vais un petit peu la ressentir moi-même. Puis moi, ça m'attriste aussi un petit peu. Donc là, je partage l'émotion. Puis je suis avec toi. Ça peut être bien. Ça peut t'apporter comme un réconfort. Tu peux te sentir un petit peu compris, tout ça. Donc c'est pas mauvais là. Mais empathie, c'est vraiment la question c'est est-ce que je suis capable de rester présent à ton émotion et de continuer à rester avec toi en te comprenant mais en ne plongeons pas nécessairement dans ton émotion. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui caractérise, en tout cas dans mon expérience, c'est quelque chose qui caractérise ce genre de l'opalité d'une organisation. Ouais, c'est ça. Puis après, on peut aller sur des caractéristiques structurelles également aussi. Donc quelque chose de très organique, avec des groupes de personnes qui peuvent émerger, souvent on les appelle des cercles. Donc en fonction des besoins, en fait on observe comme l'environnement en permanence, puis quand on sent un besoin, on peut popper une équipe, en tuer une, changer de rôle. Il y a cette espèce de plasticité, je pense, qui fait aussi partie des caractéristiques. Moi, ça me rappelle un peu le cadran actualisation de William Schneider.
J'ai rapporté le livre tantôt. Ouais, c'est ça, le livre que j'ai prêté, il y a Simon qui l'a pas lu. Ouais. Ça explique les points d'interrogation dans mes yeux. Tu vois. Petit malaise. Zéro malaise, c'est assumé. Je mettais la référence dans la description. Oui, tu peux faire le mouvement. Oui, dans la description. Un mouvement qui donne absolument rien, mais ça rend heureux. Moi, ça me rend heureux. Mais c'est parfait que tu fasses ça. Puis tu faisais référence à Frédéric Laloux, à son livre tout à l'heure, mais les entreprises phares dans l'opalité, peux-tu nous en citer quelques-unes? Qu'est-ce qui fait... Au Québec. Au Québec, c'est encore plus cool. Là, attention. D'ailleurs, on tient la liste en C'était cool, mais ça doit être pas facile à identifier. C'est pour ça que je suis curieux. Ouais, c'est ça. Nous, on a notre liste et en fait, on s'amuse à répertorier tous les joueurs qu'on croise. Cool. Parce qu'on, pour le réseau, peut-être pour un jour, parce que ça peut donner, je sais pas, des idées de partenariat, de faire des choses ensemble. En tout cas, on tient cette liste. Parce que deux entreprises dans l'opalité et en même temps, la contribution doit être extraordinaire aussi. Là. Il peut y avoir un certain partage, dans la mesure où ça fit, là, qui ont un objectif. Mais c'est génial, le partage d'expérience, surtout dans quelque chose qui est assez émergent. C'est parce que vous vous souvenez sûrement de l'agilité des débuts quand on croise un autre. Moi, quand je suis arrivé à la presse, par exemple. Poignée de main secrète, cool, tu connais l'agilité. J'ai manqué ça. J'étais arrivé trop tard. Quand tu croises un praticien, tu sais, maintenant c'est chose commune, mais avant, moi je me souviens quand je suis arrivé à la presse, j'avais la chance d'avoir d'autres Scrum Masters autour de moi, des gens avec qui discuter du sujet, c'est très précieux. Donc c'est sûr que nous, quand on croise un joueur, on voit, là aussi ils expérimentent dans cette zone-là, on a tous intérêt à le connaître. Donc ici au Québec, je te dis, moi je connais, comment ça s'appelle, il y a deux joueurs au Saguenay. OK. Il y a un nom, j'ai oublié. Devcom, quelque chose comme ça. Okay. Malheureusement, j'ai oublié. Il y a Conformité au Saguenay aussi. OK. Qui œuvre dans quel domaine? Les deux, c'est le IT. Okay. Donc, une organisation opale qui s'appelle Conformité? Ouais. Ben oui, parce que... l'ironie. Non, mais c'est marrant. Tu peux regarder le site. C'est vrai qu'il y a une certaine ironie. J'ai probablement le jeu de mots, le conforme-IT ou quelque chose comme ça. Là, je sais pas comment il l'écrit. Non, en fait, c'est lié à leur métier. En fait, c'est quelque chose autour de la sécurité et tout ça. Donc, en fait, il y a les normes, c'est important pour eux, mais dans leur métier, là, pas dans leur culture, mais en tout cas, ils jouent autour de certaines normes, certaines standards. Mais je connais mal, là, mais bon, je crois que j'ai compris ça. Ensuite, qui je pourrais citer, Percolab quand même, qui font partie. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être les pionniers, en tout cas dans les premiers, parce que... Percolab, c'est entre autres l'auteur... de leadership horizontal, going horizontal. Oui, on a fait un book club sur elle. Samantha Slade, Samantha, moi, c'est un peu avec elle que j'ai découvert aussi ce... Donc, représente à Spark de Change l'an passé. Tu peux-tu? Faudrait l'écouter au podcast à un moment donné. Elle est à Montréal. Oui, c'est une Montréalaise, oui. Percolab. Ouais, Percolab. Alors, il y a Nourrir aussi, qui travaille dans l'alimentation saine, je veux dire ça comme ça, en vrac, biologique. Ouais. Ça, je sais pas. Non, vous n'êtes pas des clients, je sais qu'ils sont beaucoup à Montréal, mais ils sont dans tout le Québec. En fait, je sais pas si on fait référence à la même entreprise, c'est possible, mais c'est une Française d'origine qui est immigrée qui a créé cette entreprise-là. Ça se peut-tu? Je connais pas l'histoire, malheureusement. Mais je pense que ma conjointe faisait partie des premières clientes, machin. OK. Je pense. C'est bien possible. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis du 500 et plus, selon vous? Des organisations purement opales au Québec, 500 et plus. 500 et plus? Au Québec? J'en connais pas. Non, hein? Non, 500 et plus, non, ça me paraît beaucoup. Si je reviens j'essaie de connecter un peu notre bout de conversation avec la mission de Code Opal, j'imagine que votre Holy Grail, votre rêve absolu, c'est d'aider des entreprises, 500 ou plus, ou peu importe, là, ils peuvent être à plus petit niveau, à se diriger tranquillement, pas vite, vers une évolution vers l'opalité. Contredis-moi, tu sembles être parti là-dessus, ça va être vraiment cool. c'est sûrement le North Star. Non. Oui et non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, j'ai débuté dans l'opalité, mes premières explorations, expérimentations pratiques, avec cette idée effectivement que certainement, tu sais, c'est un modèle qu'il fallait aider à répandre, à faire connaître. Tellement qu'on veut. C'est ça la solution. Et puis c'est important d'aller dans cette direction-là. On va sauver le monde là. Il y avait un petit côté comme ça. Puis d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais dans l'agilité, moi, j'étais habité aussi par ce. Il y a de ça, oui, il y a de ça. Par ce persona-là, un petit
petit peu là, et c'est bien, ça nourrit, ça fait avancer, ça fait prendre des actions, ça fait contribuer, ça drive, c'est parfait. Mais j'ai débarqué avec ça dans l'opalité. Mais pour découvrir après que si tu veux c'est plus le souci, c'est plus d'être en accord et en adéquation avec l'environnement en fait. La question en fait quand on est dans l'opalité, c'est est-ce que ça répond à un besoin d'être de ce mode-là. Parce que c'est, comment dirais-je, moi je souhaite pas ça à toutes les organisations, il faut que ça ait un sens pour les personnes. Par exemple, quelqu'un qui va se lever le matin en se disant, ben moi maintenant j'ai fait un certain bout de chemin dans ma vie et maintenant je veux contribuer positivement à quelque chose. Par exemple, c'est peut-être ce qui vous est arrivé en faisant le podcast, peut-être vous avez dit, je sais pas, on veut contribuer positivement à la communauté agile, vous voyez, ça vous a fait faire ça. Donc là, il y a comme, pour moi quand je vois ça, il y a comme un germe de quelque chose qui pourrait s'apparenter. Mais s'il y a pas cette démarche-là et qu'on est dans vouloir satisfaire les clients ou satisfaire les employés ou réaliser un gros chiffre d'affaires, ben ça peut pas fonctionner. On n'est pas dans la démarche qui va faire qu'on est en adéquation avec le paradigme, puis le paradigme va pas faire de sens finalement, tu vois. Donc non, en fait, par contre, ceux qui veulent y aller, qui ont vraiment un élan qui vient là de l'intérieur, qui est profond, ben oui, on va s'arranger pour lui donner des formations, des informations pour l'aider, voire partager un petit peu. Oui, bien sûr, oui, on va faire ça volontière. Mais après, non, je pense pas que toutes les organisations sont faites pour ça et que c'est désirable nécessairement. Petite précision, le podcast, c'était pour de la merch. Si vous voulez commander vos bouteilles, faites le 1-800 bouteilles Sprinkler. J'ai une meilleure solution pour les gens. Si vous voulez commander votre bouteille, écrivez-nous, puis on va vous recevoir. Puis vous allez une bouteille gratuite. Vous allez être assis à la place de Laurent dans 2 mois, 6 mois. Je sais qu'on en a une tonne. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de dire, essentiellement de la façon que je comprends, c'est que l'opalité n'est pas une fin en soi ou l'objectif absolu de toute entreprise de se diriger vers ça. Puis je pense que les mots que tu utilisais, sur lequel tu as souligné 2 ou 3 fois, que ça a du sens, là, que c'est porteur de sens. Je pense que c'est beaucoup ça que tu as répété à 2-3 reprises. Puis c'est le sens. Important. C'est le driver numéro 1 de ce genre de. Donc si c'est pas là au départ, ça capote quelque part. Parce que tout est lié au sens. On essaye en tout cas de le mettre au centre, en fait, quand on travaille. Ouais. Vous êtes tous des coachs agiles chez Codepal ou vous avez adopté un titre différent? Des opalistes. Des opalistes? Non, on n'a pas inventé de titre, mais par contre, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on est, en ce moment, on est combien? On est 8. Quand même, on c'est est cool. 8, ouais. Et on est 5 Scrum Master ou coach agile ou les deux, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais on a 3 personnes qui ont des parcours différents, qui viennent pas nécessairement du monde du logiciel, qui ont d'autres parcours et qui apportent cette diversité. Parce que encore une fois, comme on essaye de mettre le sens au centre, et ben si quelqu'un se sent relié à ce sens-là et qui veut contribuer, mais quelque part, nous, on se doit d'explorer la relation, voir si c'est mutuellement bénéfique. Des fois oui, des fois non. Mais finalement, ça fait en sorte que la porte est ouverte, en fait, pour quelqu'un qui a un autre parcours. Et ça apporte aussi une richesse, une diversité. Alors évidemment, ça passe par beaucoup d'écoute et tout, parce qu'on ne vient pas avec les mêmes angles, on parle un peu avec notre jargon. Donc ça nous fait remettre notre jargon en question. Donc c'est très, très bénéfique là pour grandir. Mais oui, on a 3 personnes qui viennent avec des parcours complètement différents. Merveilleux. Cool. Puis dans votre mission, à la base, il y a l'évolution des entreprises. Mais de ce que j'observe ou que je vis fréquemment, il y a souvent des désirs d'évoluer, mais souvent c'est désir que mes employés évoluent. Et je viens de chercher, Laurent, viens faire évoluer mes employés. Ouais. Avons-nous transitionné vers le sujet changement évolutionnaire? Peut-être, je sais pas, j'ai le mot évolution. C'est quand même assez smooth comme transition. Wow! Je sais pas, je t'en forme aujourd'hui. J'ai comme c'est le café. T'as bon mon café, hein? Très bon ton café. Mais je nous remets un peu en contexte. Je t'engage, Laurent, je veux faire évoluer mes employés. Viens-t'en avec ta gang là, de 8 Codepal, puis viens m'aider. Je trouve ça insultant. Je veux faire évoluer mes employés comme s'ils étaient des Cro-Magnons et puis que... J'ai écouté Eternal hier, après Dr. Trade sur les Eternal, ils font évoluer l'humanité. Ah, ouais. Donc, tu fais maintenant un éternel avec ta gang de Codepal. OK, le changement évolutionnaire, oui, ça se dit, c'est le bon terme? Ouais, on peut l'appeler comme ça, Comment tu l'appelles, toi? Oui, moi, alors, au cœur, moi, c'est surtout la perspective évolutionnaire. Je crois que la perspective la manière, la lunette qui va aider dans
plusieurs circonstances. Je pense que c'est la perspective évolutionnaire. On pourra en parler. Après, effectivement, quand on l'utilise dans l'agilité, ben, ça nous donne un certain angle, ça nous fait agir en fonction justement de certaines des patterns qu'on peut reconnaître, qui sont les patterns évolutionnaires justement. Et on peut l'appliquer dans la gestion du changement. Ça a beaucoup de valeur parce que justement, quand on fait la gestion de changement, on essaye d'accompagner des évolutions ou se mettre au service de l'évolution qui veut émerger. Et donc là, c'est très utile, effectivement, mais ça peut servir même dans une simple conversation, ça peut servir. Ouais, dans le coaching évolutionnaire. Quelles sont les autres perspectives qu'on croise sur le terrain? Les autres perspectives qu'on croit. Mettons, si on une perspective. Ou les autres approches de changement. Alors, ouais, les approches de changement, moi, il y en a une que j'ai connue il y a quelques temps, mais elle est en train de se perdre. C'est l'approche par le projet de gestion, en fait. C'est-à-dire, on fait un plan de gestion de changement on va communiquer telle date, un mois après, les gens vont être prêts, donc on va faire ça, puis après on va faire ça, puis on déroule. C'est très commune. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois dernièrement. Là, où... on dit pas très commune, on dit très cutter. En 8 étapes. Le burning platform, le sentiment d'urgence. C'est même souvent, j'ai vu dans certaines entreprises que c'est même un gestionnaire de projet qui gère littéralement la transformation. Déjà, le mot transformation versus évolution est intéressant. Là, mais mais qui gère littéralement. Là, on va donner une formation le 8, le 9 va avoir un référentiel, le 12, on va faire ça. C'est ça. Puis c'est pas très différent des projets. Vous savez, dans nos premiers temps, quand on était coach agile, souvent on avait un projet comme ça, très, très cadré, puis pensé comme ça. Puis là, on amène. Donc là, ça, ce serait une autre façon, une autre perspective. Ce serait l'itération. Donc ça, on trouve beaucoup ça chez, comment il s'appelle déjà? Jason Little, avec le Change Management, qui est pour moi une avancée quand même notable dans la manière de gérer le changement et de le voir. Donc là, c'est plutôt, on est géré finalement par le feedback. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on fait des expérimentations ou des actions. On sait pas trop ce que ça va donner. Ça donne un résultat et on se nourrit de ce feedback-là pour amener une autre itération. Puis on révise en même temps peut-être nos grandes lignes directrices. On les met à jour en fonction de l'apprentissage, puis on continue comme ça. Pas très différent de la gestion agile, de projet, la gestion de projet agile. Donc c'est un peu ça. Et là, si on veut encore progresser dans la perspective, on peut y ajouter une autre couche. Alors tout ça est quand même valable. Hein. On aime bien quand même faire des plans, ça a une valeur. L'approche itérative a une valeur. Mais là, on rajouterait une couche par-dessus. En fait, c'est la compréhension de comment fonctionne l'évolution. Et en gros, comment ça fonctionne avec des mots simples. C'est, en gros, on part d'un état initial avec des capacités organisationnelles. Donc, il y a des choses que l'organisation, elle a trouvé un état de stabilité. Il y a des choses qu'elle sait bien faire et elle se base sur ses capacités qu'elle sait bien faire pour fonctionner. Et elle produit le résultat qu'elle est capable. Et qui est peut-être bien correct, cet état-là. Là, il y a nécessairement quelque chose de correct parce qu'on est arrivé là et que l'entreprise en fonctionnement. Donc, voilà. Elle n'est pas morte encore. Donc, c'est ça. Comme Sears, Blockbusters et compagnie. C'est ça. Jusqu'à là que quelqu'un vienne disturber ça, qu'il y a un changement. Là, mais... C'est ça. Donc après, ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester dans ce niveau de fonctionnement par défaut et on va simplement affiner en fait ces compétences ces capacités qui sont déjà là et on va alors si on utilise quelque chose en 2 dimensions, ça veut dire qu'on va évoluer de manière horizontale. On va faire du développement horizontal, c'est-à-dire qu'on va affiner les compétences qui sont déjà là, si tu veux. Et à un moment donné, dans l'histoire de l'organisation, alors ça marche pareil un peu pour les individus, mais là on va frapper une limite. C'est-à-dire que soit c'est qu'il y a un objectif qui est désiré qu'on n'arrive pas à atteindre, puis de manière répétée à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Ouais, c'est ça. Donc là, puis il y a quelque chose qui se répète. Et là, ça, c'est un signe, c'est un symptôme qu'il y a une limite qui se produit. Soit il y a quelque chose dans l'environnement qui se produit, qui change les règles du jeu. Et là, l'organisation, dans sa manière de fonctionner, c'est pareil, ça crée un frottement, une friction ou une perte de part de marché. Enfin, n'importe quoi qui bouscule l'entreprise. Donc ça, voilà, ça crée en fait une inadéquation avec l'environnement. Donc ça peut être un élan interne qu'on n'arrive comme pas à réaliser, ou quelque chose qui vient de l'externe et on n'est plus en adéquation avec l'environnement. Et là, on frappe des limites. Et là, il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Puis ça peut durer un certain temps. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que quand on frappe des limites comme ça,
Et peut-être que vous faites des liens aussi avec votre propre parcours. Moi, j'en fais là avec mon parcours personnel. Mais c'est pour moi, comment je vois les choses, c'est qu'on accumule de l'énergie. C'est cette énergie qui va être utilisée après pour pouvoir changer, pour pouvoir passer à un autre, peut-être à un autre stade de fonctionnement éventuellement. Mais tant que cette énergie est pas là et n'a pas été accumulée, c'est comme ça demande trop d'énergie. On peut pas juste monter comme ça. L'inertie est trop forte. Là. Voilà, tu as besoin d'aller chercher de l'énergie potentielle. Exactement. Et là, c'est énergie. Puis après, comment on libère cette énergie? C'est quand moi, c'est ce que j'appelle alors dans Frédéric Laloux, il appelle ça en anglais breakthrough. Je pense qu'une bonne traduction en français, c'est percer. Moi, c'est le mot que j'utilise. Donc, des percées. Ça, c'est vous savez, quand on a, au niveau individuel, c'est quand on a un insight. Un aha moment, là. Souvent. Voilà, exactement. Donc, je sais pas, par exemple, si on prend l'exemple de la prise de décision. Mettons, on peut avoir une assumption tacite, cachée, que, en fait, le plus j'implique de personnes dans mes prises de décision, le mieux c'est. Parce que comme ça, j'ai la vie, puis les gens se sentent inclus, enfin bref. Voilà. Puis à un moment donné, percer, en fait, je réalise que, prendre les décisions tout seul, en fait, ça permet d'aller vite, puis ça accélère la boucle d'apprentissage. C'est intéressant aussi de prendre les décisions seul et rapide. Donc là, je me mets à réfléchir, tu vois, ça devient complexifié. Puis en fait, si je continue à faire parce qu'au début, c'est comme une petite percée, puis après, il y en a une qui s'accumule, puis finalement, au bout d'un moment, je vois ça plutôt comme un continuum. Donc, en fonction du contexte, je vais soit aller impliquer les gens parce qu'on a besoin de profondeur, on a besoin de plusieurs perspectives, le cas est complexe, j'ai besoin de l'adhésion des gens après, donc là, je vais impliquer un certain nombre de personnes, versus des fois, c'est pas si risqué, puis la décision, elle est réversible. Donc là, en fait, je peux la prendre avec beaucoup moins de personnes, aller plus vite, puis en fait, ça passe bien. Donc là, tu vois, je me mets je passe à un autre niveau, puis je suis capable de prendre des décisions avec différents modes de prise de décision adaptés en fonction d'un contexte. Et là, sur ce thème-là, j'ai fait une évolution et j'atteins, donc là, j'ai fait ma percée et là, j'atteins des nouvelles capacités organisationnelles ou individuelles si c'est le développement. Donc, voilà, tu vois, et voilà. Et quand on a ça en tête, moi, en fait, je vais parler de moi, c'est que moi, ça fait en sorte que je suis beaucoup plus en acceptation de ce qui se passe, en fait. Puis quand moi, j'amène une idée, je me dis, c'est bien d'amener des idées, c'est bien de questionner tout ça, mais je sais jamais vraiment, est-ce que je vais taper dans une zone qui est trop loin ou pas? Donc, c'est un petit peu des tests. Et donc, je suis en acceptation de la manière dont ça répond. Pour moi, c'est plus un apprentissage. Comment ça répond? Ça m'aide à situer, en fait, un petit peu où est-ce qu'on est le groupe ou l'organisation, et au fur et à mesure, et puis des fois au bout de plusieurs mois souvent, je mets le doigt sous une limite en fait. Mais alors est-ce qu'on est prêt à aller parler de cette limite ou quoi? Oui, des fois non. Et est-ce que c'est la bonne prochaine limite aussi? Parce que des fois on en voit en tant que coach, j'imagine que ça vous arrive souvent. Des fois on voit des choses, mais finalement on se rend compte qu'elle est un petit peu plus loin et que la première qui est plus présente, c'est pas celle-là, c'est une autre. Et donc des fois c'est celle-là c'est là qu'est l'énergie en fait. Donc moi ça a généré beaucoup d'acceptation chez moi. Quand j'observe quelque chose, je me dis c'est juste le meilleur qui peut se passer avec le niveau de conscience qui est là en jeu, et puis c'est tout. Puis il faut chercher, le jeu c'est d'observer et de chercher cette prochaine limite qui va dicter finalement notre prochain pas si on veut y aller, tu vois. Ça le fun, c'est tous nos mandats étaient comme ça, c'est merveilleux. Mais il y a un mot important dans ce qu'il dit, il y a l'acceptation qui est répété comme 22 fois. C'est le bout, pas si facile. Moi, l'image qui m'est venue en tête, c'est l'exemple de Nokia. C'est Nokia, même une fois que Nokia existe encore aujourd'hui, là, mais même que ça a baissé de façon incroyable, le président ou le CEO disait « But we did everything right ». Donc, je me dis, qu'est-ce qui les empêchait, eux, de faire une évolution vers autre chose? Les croyances profondes. Que ce soit les croyances fondamentales, les croyances profondes. Selon toi, qu'est-ce qui existait chez Nokia ou plein d'autres organisations qui les empêche de faire cette petite évolution vers the next best thing? Qu'est-ce qui les empêche? De manière générale, comme ça, qu'est-ce qui peut nous empêcher? C'est sûr qu'on peut dire les croyances fondamentales. Nous croyons que ceci est la bonne façon de mener. En fait, c'est quoi? Je me souviens de Sears. Sears, à un moment donné, j'avais été magasiné dans le temps que c'était peut-être trop jeune. Mais on disait sous-cire à ce moment-là. Peut-être pas encore au Québec. Laurent, désolé pour l'accent vraiment. J'apprends des choses ce soir. Sous-cire. Là, je dis aux vendeurs, j'ai cherché vos produits en ligne, puis ils n'étaient pas là. En ligne, ça donne rien.
Oh! Fait que tu vois que leur croyance fondamentale, c'est que les maman et papa viennent au magasin pour aller chez Sears Roebuck, c'est l'ancien nom, pour acheter leur laveuse et leur sécheuse. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Là. On commande en ligne et ils nous le livrent. Mais c'est intéressant vraiment ta question, puis j'avoue que ce sera à creuser. Mais en fait, ça me pose la question, c'est quoi... Tu dois être confronté à ça tous les jours. Mais ouais, c'est quoi les moteurs de stabilité, en fait, qui font qu'on revienne au point de stabilité? Ouais. Et c'est intéressant. Moi, ce qui me vient comme ça, rapidement, c'est, je sais pas, c'est la peur, en fait. La peur, ça vient, je sais pas, ça c'est venu rapidement. La peur, c'est-à-dire que si on se sent pas en sécurité, peur de l'inconnu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est qu'il faut avoir assez de confiance, il faut avoir accumulé assez de confiance et de sécurité pour vouloir expérimenter quelque chose de différent. Je pense que ça, c'est un moteur. Ouais. Aussi, Ou alors, tu me l'as mentionné la semaine dernière, l'impatience. On essaie quelque chose, on a le J-curve, ça fait plus de tort que de bien à court terme, mais là on dit wow, on revert. Ouais. Mais il y a quand même, effectivement, ça peut, mais ça c'est quand même bien parce que après, on peut le voir. Tu réaccumules de l'énergie, puis surtout, tu fais vivre une expérience. Donc, une fois que l'expérience est vécue, on peut jamais revenir en arrière. Il y a quelque chose qui a été vécu. Donc, bon, alors après, ça dépend. Parce que l'impatience, c'est surtout avec quoi on reste ou quelle énergie on garde en nous. Mais il reste qu'il y a une expérimentation qui a été faite. Et ça, c'est indélébile, en fait. Hein. À chaque fois qu'on fait une action différente, il y a quelque chose qui reste, en fait. Dans l'ADN, il y a quelque chose qui reste, puis on pourra s'en resservir plus tard. Ou une allergie qui se développe. Alors, oui. Alors, en fait, je suis souvent le chapeau noir. Désolé. Ça me fait penser aux blessures, ça. Ou le mot agile. Ouais, voilà. Mais mettons qu'il y a une mauvaise expérience, puis il y a une douleur par rapport à ça, puis à chaque fois qu'on va retomber dans cette zone-là, Ça, je pense qu'aussi, de la même façon qu'individuellement, ça nous tire vers l'arrière. Après, une fois que c'est conscientisé, par contre, ça peut faire un bond en avant, mais ça, c'est autre chose. Si je retombe un peu dans ton paradigme de on accumule l'énergie à travers tout ça, puis on essaie de faire une percée. C'est un peu les mots que tu disais aussi pour tenter de répondre à ta question. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi après ça qui vont juste dissiper cette énergie le plus possible en se tenant occupé, en faisant des choses. La vraie vie, là. La vraie vie, là. Les jours à commencer. Exact. Vite, il faut qu'on bourdonne, puis on va dissiper cette énergie-là. J'ai 43 meetings juste lundi avant midi. Exact. Donc 3 en même temps, puis je chatte en même temps, puis je suis sur Teams sur 3 meetings en connect-déconnect. C'est un excellent point. Comment faire, encore une fois, il faut faire évoluer une organisation quand on est occupé dans le day-to-day. Parce que l'énergie s'accumule pas, elle fait juste s'évaporer. Ouais, effectivement. Puis c'est quelque chose où des fois, juste trouver le temps pour une discussion, là, c'est un enjeu, là. Des fois, il faut vraiment rivaliser de patience, des fois, ou de discours pour avoir un petit temps. C'est la fameuse caricature qu'on voit souvent sur LinkedIn, là. La roue carrée, rond, là. Ouais, mais c'est un pattern en soi, d'être toujours en action, d'être ça fait peur d'être en réflexion. C'est confrontant, là. Attends un peu, il faut que je réfléchisse 3 minutes. C'est surtout pas facile. Quand on a la croyance que toujours livrer en permanence, c'est ça qui va faire qu'on va avoir de la réussite et qu'on va survivre. Il faut surtout pas s'arrêter, en fait, parce qu'effectivement, sinon il y a des questionnements qui arrivent dans notre. Donc, il faut savoir comment dirais-je. Encore une fois, l'exercice, c'est d'observer puis de voir. Faudrait être capable, pour moi, si je tombe dans cette situation-là, de dire pourquoi c'est important et quelle capacité organisationnelle ça apporte d'être en activité permanente. Et en quoi ça va aider l'entreprise à avoir du succès, en fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de le reconnaître. Tu sais, je vois que t'es quelqu'un par exemple, de très actif et de rythmé, et puis je vois que t'as le souci vraiment de livrer de la marchandise et d'être présent et tout ça, puis je pense que c'est important pour ton organisation pour X ou X raisons, pour atteindre les objectifs, je sais pas quoi. Faut savoir le reconnaître. Et après, il faut savoir observer pour voir en quoi la personne, en fait, relier des défis que la personne est capable de nommer à justement ça. Peut-être que la personne, j'essaie d'avoir une idée là, elle va peut-être te dire il va peut-être te dire ah ouais, mais là j'aimerais que mes équipes soient davantage engagées. Et là, peut-être, c'est à un moment donné, on peut faire un lien en disant, t'es toujours dans le même fonctionnement, on court, mais finalement, on n'a jamais cette discussion.
Alors peut-être que la première chose serait d'avoir la discussion autour de l'engagement, peut-être avec quelques personnes à qui tu fais confiance. Tu sais, puis là, peut-être qu'on crée un espace. Et en le reliant, moi j'essaie toujours de relier, alors avec mes facultés d'écoute puis d'observation, à quelque chose, mais un désir qu'a la personne puis qu'elle n'arrive pas en fait à combler. Et là, parce que là, je sais qu'il y a de l'énergie, donc il faut que je me branche sur cette énergie-là pour rendre quelque chose possible. Donc si je veux créer du moment, de l'espace, il faut que je m'intéresse à la personne d'abord, que je sois capable de citer où est-ce qu'elle veut aller, puis moi, comme ça, je fais des liens. Et parce que peut-être que le fait d'être une machine à livrer, c'est dans sa zone d'ombre. Et moi, j'essaye de relier ce qu'elle voit avec peut-être quelque chose qui est dans la zone d'ombre. Mais j'essaye toujours de me brancher sur une énergie pour que ça soit fluide, en fait. Que moi, j'ai pas... En fait, j'essaye d'éviter la situation où moi, j'aurais à convaincre ou à pousser un petit peu. Je mets un peu d'énergie aussi, des fois. Je mets un peu de mon leadership aussi. Des fois, quand j'ai l'impression que ça peut rendre service, mais j'essaye de pas pousser trop loin là-dedans. Quand je vois que je m'épuise moi-même, c'est que je suis plus au bon endroit. Je suis plus j'ai pas fait la bonne observation, faut que je retourne à l'écoute. Donc c'est ça, j'essaye de faire le lien avec un besoin qui est là pour l'organisation, une personne en fait. Puis j'essaie de connecter ça puis de le rendre concret. Scrum Master dans une équipe Scrum qui nous écoute. J'allais poser la même question. Ben vas-y. Non, c'est correct. J'avais un petit message avant. Je disais, les bois, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je fais quoi? Ouais, je suis Scrum Master dans une équipe de 8. Là, tout à fait classique. Puis tu sais, je suis pas dans un processus transformationnel dans mon entreprise. Je suis avec mon équipe. Puis on a du plaisir. Mais je veux faire évoluer les individus de l'équipe. Je veux faire évoluer la dynamique de l'équipe. Et je veux faire évoluer l'organisation qui entoure l'équipe. Exact. Je pars où, bordel de merde? Puis je veux, tu sais, moi j'ai écouté le podcast, là, puis je veux faire, je veux avoir une perspective évolutionnaire dans mon approche. Je sais même pas si ça se dit en passant. Hein? Donc je veux adopter cette posture-là. Je fais quoi? Oui, tu parles d'énergie. Tu parles de quelle énergie? Je peux l'observer comment? Comment je peux aller chercher cette énergie-là? Puis je fais la surfer. Être capable de la voir, de l'observer, de la reconnaître, et ensuite, comment on dit ça, de la surfer? Ensuite, de la surfer ou l'utiliser pour produire une évolution vers du point A vers le point A'. Je veux pas dire B, là, mais c'est l'évolution de A', peut-être B par la suite. Mais au niveau individuel, Jean-Paul, Bob puis Mary dans l'équipe, au niveau de l'équipe elle-même et l'équipe dans un écosystème qui est peut-être pas pâle du tout, mais plus dans le orange-vert. Effectivement. Et je pars où? Ouais, ben alors... C'était ça ta question? En fait... Exactement ça, mais un peu mieux. T'es vraiment bon, mon café. Mais j'aime bien ta question. Où est-ce que je pars? Puis là, il y a une réponse très précise qui m'est venue quand je t'écoutais. Shoot, vas-y. Écoute. C'est partir déjà de soi, c'est-à-dire faire le bilan. Je pense qu'elle a dit ça dépend. Je suis sûr d'avoir dit ça dépend. Ça part de soi, oui. Je partirais vraiment de cet endroit-là parce que... Pourquoi? Parce que c'est l'expérience quand je discute justement avec un jeune Scrum Master et tout ça. Souvent, une des premières choses que je remarque, c'est la projection, en fait, ses propres désirs à lui en tant que Scrum Master qui projette sur l'équipe. Et ça, c'est la première chose que je remarque. Donc déjà, c'est se départir de cette projection. C'est-à-dire que oui, on aimerait bien emmener l'équipe quelque part. C'est même bien, ça peut nous inspirer aussi, ça nous donne des idées aussi. Mais il faut les ranger, tout de suite après, il faut les ranger dans la case. Ça, c'est moi, là, c'est mon ego, c'est moi qui ai envie si j'étais dans une équipe, je voudrais qu'il se passe ça. Donc tout ça, c'est bien, mais il faut le mettre de côté. Moi, c'est la première chose que je ferais pour se donner la chance d'observer l'équipe telle qu'elle est. Et là, moi, souvent, je pose la question après, mais c'est quoi le besoin qui est présent en ce moment? Voilà, c'est ça pour moi la question qui est clé. Et là, juste écoute, repense aux dernières conversations, aux dernières rétrospectives. C'est quoi ce truc qui revient à chaque fois à la surface et qu'on n'arrive jamais et qui revient et qui revient. Ça, pour moi, c'est vraiment, si je peux me permettre de donner un petit conseil, c'est tout ce qui est disque rayé. Moi, ce que j'appelle, c'est tout ce qui est quoi? Disque rayé. C'est-à-dire, c'est la scratch là. Ouais, ça revient à chaque fois qu'on repasse au même endroit du disque. Hop, le même truc se produit. Là, c'est un peu comme dans Matrix. Là, je sais pas si vous vous souvenez, Matrix 1, quand le
le petit chat noir, là. Oui, déjà vu, ouais. Mais voilà, à chaque fois, il y a ce petit noir. Ah, ce chat noir, j'ai déjà vu, je peux vous souvenir le passage, mais mais là, j'ai vu le chat noir, ça fait 2 fois qu'il passe. C'est pas ces mots-là, mais ça ressemble à ça. Mais c'est ça, c'est quoi votre chat noir qui passe, qui revient de ça? Ça, c'est vraiment un symptôme qui est très précieux, qu'il faut savoir repérer. Donc, tous les trucs qui reviennent comme ça peut être une relation entre une personne et une autre. À chaque fois, on retombe dans ce piège-là et tout ça. Puis, à un moment donné, on retombe tellement souvent qu'on essaie même de l'éviter. Ça, c'est très précieux, ça, pour l'observation. Et donc, après, moi, j'explore ça avec la personne. Et après, tu observes les patterns. Ouais, c'est ça, les trucs qui reviennent. C'est quoi pattern en français? Pattern? Patron. Les patrons? Non, je sais pas. Patron de développement, oui. Design pattern, c'est patron de conception. Patron, comment? C'est dur à traduire directement. C'est sûr qu'on va dire pattern. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi, c'est ça que je... Puis en général, quand je pose la question, qu'on a bien fait le tri des projections, comme de Lego, ou en tout cas ce qu'on va amener, souvent, il y a quelque chose que la personne a vécu plusieurs fois, et là on travaille à partir de ça, puis on oriente un thème de rétrospective, ou alors on trouve peut-être c'est quoi la prochaine discussion et avec qui serait cette prochaine discussion dans l'équipe pour creuser un peu, en savoir plus. Et là le jeu, c'est d'essayer d'être sur le sujet le plus pertinent à un moment X ou Y par rapport à tout ce qui se passe, être sur le sujet le plus pertinent pour la prochaine rétro ou la prochaine conversation, ou faire le prochain sprint planning de telle ou telle façon. Trouver le prochain angle qui pourrait avoir du sens. Ok. C'est ça qui me vient là, comme intuitivement. C'est ça que j'essaie de faire avec les jeunes mentorés. Puis est-ce que si je reconnecte ça avec la notion d'énergie de percée qui était dans en tout cas, ma compréhension de ton explication sur les c'est quoi le mot? Les patterns, l'énergie, perspective évolutive, les Les perspectives évolutionnaires? Évolutionnaires, merci. Évolutionnaire, ça me bloquait. À quel point tu embarquerais avec le Scrum Master pour commencer à, rends visible cette énergie-là, rends visible les percées potentielles. À quel point le Scrum Master va commencer à jouer avec ça? À quel point il va rendre ça visible à l'équipe. Je vois ces futures percées-là. Je vois que notre énergie est rendue ici. Le bon vieux rendre visible. Ouais, rendre visible. Tu veux dire, moi, j'utiliserais pas le jargon, j'utiliserais pas nécessairement le modèle en arrière, là. C'est surtout un pattern, tu vois, c'est comme une paire de lunettes qu'on utilise pour voir des choses, mais après, à moins que quelqu'un serait intéressé, là, mais sinon, je n'utilise pas. Puis des fois, moi-même, je le dévoile même pas au Scrum Master, ça dépend. Des fois, je vais montrer je vais jusqu'à lui montrer des cartographies parce que je sens qu'il a un goût et que ça pourrait être utile pour lui. Des fois, je vais, ça dépend jusqu'où je sens l'intérêt. Mais dans l'équipe, ta question, c'est comment... à quel point l'équipe doit être consciente de ces fails-là qu'on a vécu, l'énergie qui a commencé à s'accumuler, le désir de changement, certaines limites qu'on n'a pas encore traversées, puis qu'on commence à rendre... Normalement, c'est vécu. Si tu veux, normalement, c'est comme un caillou dans la chaussure. Eux, ils le savent. Si on est au bon endroit... C'est le caillou, on nomme le caillou dans la chaussure. Il devrait être obvious, il devrait être évident. C'est ça. Après, ce qui est pas évident, c'est est-ce qu'il est à la lumière ou est-ce qu'il est sous la surface. Et donc après, le jeu, c'est de le mettre à la lumière. Donc là, c'est beaucoup de facilitation, c'est-à-dire créer un environnement où on rend plus probable le fait de mettre ça sur la table, en fait. Donc d'arriver à mettre des mots, le nommer. En fait, je pense que pour moi, ça va être la première étape. C'est comment on peut le mettre au-dessus de la surface et avoir une petite conversation au-dessus de ça, autour de ça. Puis après, l'émergence fait que si vraiment c'est un caillou dans la chaussure, les gens ils vont tasser, mais soit on veut pas le voir, mais si on arrive à en parler, souvent il y a des idées autour de ça là. Et si on faisait ça, et moi j'en ai vraiment marre, parce que justement on disait qu'il y a l'énergie, donc c'est là qu'il y a des réactions du style moi j'en ai vraiment marre là, pourquoi on n'arrive pas à changer ça, ou à changer cette manière de faire, ou à enfin parler de valeur dans le sprint planning, ou tu vois, ça donne des réactions comme ça. Et là ça c'est de l'or, quand on est facilitateur ou Scrum Master, là on embraye là-dessus là. Ça il faut le noter, il faut le mettre sur un post-it et on le garde précieusement. Ça peut faire un sujet après pour une prochaine conversation. Tu veux, une fois qu'on a fait émerger ça, après on appuie dessus. C'est un levier qu'on tire dessus, quoi. Cool. Est-ce que tu penses que le Scrum Master c'est un peu plus concret? La fibre Scrum Master. Quelques lectures à faire, je pense. Quelques lectures à faire.
Parce que c'est sûr que souvent il y a comment tu dis ça, il y a une pierre dans la chaussure, un caillou dans la chaussure. Mais je l'aime, mon caillou dans ma chaussure. Mon pied s'est formé d'une telle façon que je le sens plus. Ça, c'est de corne autour. Le fait qu'on nous sommes si on fonctionne en Scrum, on nous sommes dans un raffinement de product backlog et que c'est seulement que Bob qui parle, puis nous on est heureux là-dedans. Scrum Master va dire, mais c'est pas, on n'est pas beaucoup dans le collective intelligence, c'est l'intelligence collective. Je le vois, je vois le pattern à chaque raffinement de backlog. Mais on est bien comme ça. On est bien comme ça. Moi j'ai une crainte profonde de me responsabiliser par rapport aux décisions, donc je la laisse à Bob prendre les décisions. C'est rassurant. Ça fait du bien. Moi, ce que je demande à vous deux, mais surtout à toi, bien sûr, Laurent, quels outils, on va parler d'outils, que la perspective évolutionnaire peut me donner pour briser le pattern qui est accepté et acceptable, même désiré par les membres de l'équipe. OK. Provoquer une percée. Provoquer une... Oh, c'est beau, ça. C'est malade, hein? Provoquer une percée. En fait, ça va pas te donner... Non, mais la réponse, c'est que ça va pas te donner d'outils. C'est ça que j'ai envie de répondre. Dans le sens où c'est une manière de voir la réalité, en fait. C'est une manière d'interpréter ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est à la lumière de cette manière de voir les choses, ça va pouvoir t'inspirer une action, justement. Ça veut dire, je veux avoir telle conversation, ou tiens, faut que je travaille tel sujet maintenant, à partir de maintenant. Mais ça va pas te dire nécessairement quoi faire. Après, par contre, il y a des invitations comme... je suis d'accord, mais je dis, ma posture mentale, je sais pas. J'ai décidé quoi faire, mais je veux pas utiliser mon coffre à outils usuel. Je veux utiliser une nouvelle approche. Des nouveaux outils. Tu cherches des nouveaux outils. Outils au sens très très large. Ça peut être un TEPA game, là. C'est peut-être assez comme ça. Peut-être, mettons. J'essaie vraiment de comprendre concrètement c'est quoi la posture mentale d'un Scrum Master qui veut absolument utiliser une perspective évolutionnaire dans un contexte d'un backlog refinement ou d'un toilettage de backlog. Et puis, parce que le Scrum Master voit le pattern usuel que c'est toujours Bob qui prend les décisions finales. Je veux pas faire un planning poker pour mettre les gens dans une position X. C'est du you stock, ça. C'est tellement 20. Déjà, il estime. Il estime en plus, dans l'équipe de Jimmy, tu fais pas ça. C'est ça. Est-ce que ma question est assez claire pour générer une discussion? On va l'essayer. On va l'essayer dessus. On va le voir. Ouais, effectivement. Par contre, ça va pas être des outils tels que, mettons, planning poker. Là, je vais utiliser le planning poker. Ça va pas être des outils de cet ordre-là. Je crois pas. Je vais changer mon mot. Quelle est ma posture mentale? Ouais. Mais il reste qu'il y a quand même des pratiques et des comportements. Là, quand tu as parlé, il y a l'observation soutenue et l'écoute. Donc ça, profiter des silences, observer ce qui se passe, augmenter sa qualité de présence, être bien centré, avoir conscience des émotions qui passent en nous pour rester présent et être capable de repérer des choses. Moi, comme Scrum Master, là. Comme Scrum Master. Ouais. Je suis frustré par rapport à la situation, mais j'en prends conscience. Voilà, je le mets sur la tablette. Parce que sinon, ça va faire comme un brouillard si on reste là-dedans. Donc ça c'est la partie observation-écoute. Ça, je pense que c'est des postures. J'appelle ça une distance professionnelle par rapport au phénomène. Et ça, ce que je vois aussi, c'est la capacité d'apprécier, l'appréciation. Donc, qu'est-ce qui se passe de bien? Qu'est-ce que fait bien mon équipe? Ça, moi, par exemple, ça, c'est aussi un autre truc que j'utilise. Quand je vois que la personne voudrait qu'il se passe ceci, cela, je dis, OK, on fait une petite pause. Et on dit, OK, dis-moi ce que fait bien l'équipe. C'est en quoi qu'elle est forte. Parce que ça va être ta base. Il va falloir être capable de le reconnaître. Puis ça va mettre tout le monde, ça va rassurer tout le monde aussi qu'on est bon, qu'on a des forces. Et ça va augmenter le niveau de confiance. L'équipe est super bonne parce que c'est toujours Bob qui décide. Fait qu'il y a les raffinements de backlog durent 15 minutes au lieu de 1 heure et demie. Exactement. Et Bob, il est super bon. Il a plein de compétences et ça nous permet d'avancer. Les solutions sont sa coche. Là, c'est pas sûr. Merde. Il y a une certaine limite quelque part, mais il y a sûrement du bon et ça nous permet d'avancer. Donc là, il y a l'appréciation. Après, une fois qu'on a réussi à apprécier, je pense qu'il y a le feedback honnête et empathique. Ça, c'est une autre
qualité. C'est toujours le Scrum Master. Le Scrum Master qui offre du feedback aux gens, soit en équipe, soit individuellement. Ouais. Une fois qu'il a fait son observation, qu'il est assez sûr de lui, là, par exemple, mettons qu'il observe le fameux chat noir qui revient, et là, il dit, équipe, là, il y a quelque chose, là, ça s'est passé il y a quelques temps, là, je le revois. Est-ce que vous voyez comme moi que à chaque fois que un tel prend la parole, il y en a qui lèvent les yeux au ciel et on est tout de suite désengagé dans le... Donc, il y a quelque chose qui se passe autour, je sais pas, de Mathieu, par exemple. Est-ce que vous voyez comme moi? Donc là, c'est dur, mais avec beaucoup d'empathie, en étant capable d'apprécier, donc en respectant vraiment profondément l'équipe pour ce qu'elle est, ben, ça fait qu'on est capable plus de mettre quelque chose sur la table au centre et de manière empathique, puis avec quand même assez d'honnêteté pour que ce soit compris, pas trop avec du padding, puis des mots pour être sûr, consensuel et pas de feedback sandwich, s'il vous plaît. Ouais, c'est ce genre de truc. Puis là, ça peut partir une belle discussion, puis là, on se rapproche d'une prise de conscience d'une limite, par exemple. Fait que si je refais les étapes, là, juste pour le fun, je suis le Scrum Master dans le cadre d'Éric, fait qu'il y a Bob qui est très présent dans les raffinements de backlog, puis qui arrive avec les solutions, là, ça dure toujours 15 minutes. Je commence juste par OK, j'arrête d'être frustré, là, c'est peut-être pas si grave. Ensuite, ce qui se passe de bien dans l'équipe, les solutions sont pas mal, OK, cool, ça se passe bien. Je fais, il y a un beau côté, puis là, j'observe un chat noir, mettons, qui revient. Ça fait 3 raffinements de suite que Joe, il sort de la salle, puis après ça, il va faire mais on aurait dû faire les solutions différemment, ou je sais pas, tu sais, genre de trucs qui arrivent. Fait que là, je l'amène sur la table. Là, ton mot important, c'était empathie. Je dis, les boys, il me semble, ça fait 3 raffinements de suite, là, qu'il y a des discussions de corridor tout de suite après pour venir challenger les solutions. Les boys, qu'est-ce qui manque pour qu'on l'ait maintenant, là, cette discussion? Je m'excuse. C'est fatiguant. Je n'ai même pas fait exprès sur celle-là. Des fois, je suis exprès, mais pas là. Qu'est-ce qui manque pour que cette discussion-là, on l'ait là, c'est maintenant, pas dans le corridor après, quand il en manque la moitié de l'équipe. Ça vous dit qu'on le revive pas encore une fois? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on le revive pas? C'est ça. C'est le genre de pattern qui se passerait. How do we kill the cat? Je suis tanné de le voir, ce chat noir-là. On va inventer des noms de pratiques aujourd'hui. Kill the cat. Le cat observer. Là, c'était le percé quelque chose de là. Identifier le percé ou rendre visible? En tout cas. Beaucoup plus clair, merci. Beaucoup plus clair. Puis on peut même citer après, effectivement, sur les percés, moi, ce que je vois, ce qui peut aider comme... peut-être, là, on tombe dans des outils plus pratiques. C'est de connaître des cartographies. Quelques cartographies. Donc, par exemple, un modèle de leadership avec des stades de leadership différents. Parce que là, ça va pouvoir rester en arrière. Puis là, ça va nous aider à détecter les limites ou à mettre des mots. Ou si on veut s'amuser à essayer de nommer une percée, voir si ça prend, voir si vraiment le groupe est prêt. Tu lances une petite roche dans le lac. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut utiliser par exemple un nouveau mot. Je sais pas. Par exemple, on est en coaching avec un gestionnaire en individuel. Puis là, on lance. Si on sent que l'énergie est là, on lance leadership situationnel. Donc, amener l'idée que le contexte est super important en fait pour choisir notre posture. Donc là, on balance un mot clé comme ça, parce qu'on sait que derrière, on a une cartographie qui nous dit ça c'est peut-être un mot clé. Donc les cartographies pour on a le modèle de Laloux aussi qui nous donne quand même une bonne cartographie pour les différents paradigmes organisationnels. Donc ça, on peut servir de ça. Il y a des mots-clés qui sont formidables, là, des fois, soit pour détecter des limites ou des croyances, soit au contraire pour tester une percée, voir si, et si, là, on voit comment ça réagit, peut-être qu'on est prêt pour aller vers ça. Donc ça, c'est vrai que connaître quelques cartographies. Moi, je citerais un exemple, le modèle de Laloux, je trouve que c'est quand même solide, c'est utile, même si ça explique pas tout. Et puis la dynamique en spirale ou spirale dynamique, je pense que c'est un autre modèle qui est vraiment utile. Ils ont vu beaucoup de choses assez justes, je pense, en tout cas, et c'est très utile aussi. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut aller pousser plus loin, je recommande vraiment The Listening Society de Hansi Freinhardt. Okay. Ça c'est un super livre, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'aller décortiquer toute la perspective évolutionnaire, comment elle est faite. Ça m'a beaucoup inspiré, ça. Moi, je l'ai vulgarisé, mais j'ai beaucoup trouvé d'éléments dans ce livre-là. Donc, Listening Society, si vous voulez vraiment approfondir sur la perspective évolutionnaire, je trouve ce livre vraiment formidable. Puis après, comme autre boîte à outils, après, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire une fois qu'on a nommé la percée, il faut pas penser que ça y est, la capacité organisationnelle, la nouvelle, elle est accessible. Elle n'est pas encore accessible. Elle est dans le potentiel.
Okay. Et pour aller transformer le potentiel, il faut aller faire des expérimentations, il faut aller tester. Donc on va faire, je sais pas, on va faire le sprint planning autrement. Peut-être que, je sais pas, il y a un Scrum Master qui m'a dit, maintenant le sprint planning, ce qu'on va faire, c'est que moi en tant que PO, je vais donner l'objectif de sprint, puis après on lance en sous-groupe les gens, puis c'est eux qui trouvent leur story et tout, mais ils partiraient de l'objectif de sprint. Je trouve cette idée formidable. C'est cool. Et après ils définissent les stories, tout ça, puis après on reboucle, et là moi après j'arrive, puis là on des team members qui créent leur story dans un... Ouais, c'est ça. Impossible, je m'excuse. Il n'y a pas les clés du backlog, il n'y a pas droit. Le backlog, c'est juste des objectifs de sprint. C'est cool. Ouais. Donc ça pour dire, voilà, il faut aller l'essayer pour une fois, puis après reboucler pour voir c'est quoi les apprentissages. Et de là, après, on grandit, on réinjecte les apprentissages dans une nouvelle pratique, où on refait, parce que ça a donné fruit. Mais voilà, après, la notion d'expérimentation, je trouve que elle est importante après pour aller acquérir les nouvelles capacités. Puis comment je fais pour savoir, je suis encore le bon vieux Scrum Master d'Eric avec Bob, etc. J'ai amené le chat noir tout à l'heure. On se dit, OK, cool, on va changer notre raffinement. On voit une personne. On se dit, et si on changeait, je dis n'importe quoi, comme pratique, on fait une expérimentation, c'est chacun va avoir lu les stories d'avance, puis on va mettre face cachée les solutions qu'on va avoir besoin, puis on va les retourner à... Je n'importe quoi, j'improvise, parce que on va retourner à Go, puis on va regarder ce que ça donne. On fait ça, puis ça s'avère être un breakthrough majeur. Percé, là, c'est génial, c'est malade. Puis là, tu dis, OK, on fait des expérimentations, mais c'est pas encore... La partie n'est pas gagnée. On a juste traversé un petit peu le mur, justement. Comment je fais pour identifier, moi, en tant que Scrum Master, hey, cool, on l'a fait, la percée, là, on l'a traversé vraiment. On n'est plus juste dans l'expérimentation. Comment toi, en tant que Scrum Master, tu fais pour l'identifier? Exact, je fais, OK, c'est gagné. On a changé. Le nouveau statu quo. Exact. En fait, là... c'est très conceptuel, ça va être très conceptuel ma réponse, mais en fait il faut comprendre aussi comment ça marche, c'est comment on passe d'un stade à l'autre, c'est que c'est pas blanc ou noir, là, c'est pas binaire. C'est ça, c'est pas binaire, c'est pas, oui il y a des déclics, mais en fait on fait un déclic puis on fait une petite expérience dans le nouveau mode. Donc c'est comme si on faisait c'est comme si on marquait on fait un petit trait, une expérience dans le nouveau mode, puis après on va en faire une deuxième, une troisième, et ensuite c'est la notion de barycentre ou de centre de gravité que je trouve intéressante dans ce cas-là. C'est qu'en fait le centre de gravité il va tout doucement se déplacer, et à un moment donné il va trouver son équilibre mais ce qu'il faut, c'est multiplier les expériences, en fait faire vivre le nouveau de manière répétée, et après normalement c'est le groupe qui devrait le demander, là. Si on est au bon endroit là, c'est qu'après les gens ils veulent pas abandonner la pratique, si tu veux. Fait que ça va être mon face down, l'autre ça va être, je sais pas, on est tous devant le whiteboard, chacun avec un crayon en même temps, l'autre peu importe, on a envie, 3, 4, 5, puis après c'est donc bien cool quand c'est pas juste Bob qui le fait. Même moi je suis le stagiaire, puis j'arrive, mais n'empêche que je contribue, par exemple. Ouais, c'est ça. Puis ça devrait venir du groupe, parce qu'il devrait y avoir un désir, parce que c'est mieux pour telle ou telle raison, plus confortable, plus quelque chose. Là, juste pour vraiment écœurer, là. Bob, c'est un maugréant, là. Il fait... T'aimes pas le mot maugréant? Tes yeux, en fait... Je l'utilise pas souvent. Ah, OK, excusez. J'aime ça dire maugréant. Je trouve ça sonne bien. Mais Bob, dans notre contexte, est un maugréant. Puis là, il a toujours eu le leadership, fait qu'il vient de voir, puis Laurent, bâtard de merde, là, ça allait bien plus vite avant. Check, on faisait ça en 15 minutes, maintenant ça prend 1h30. Puis je suis pas d'accord avec la solution que Joe Blow a mis, puis etc. That never happens. Non, je m'excuse. Le centre de gravité, là, il est sur le bord, il est juste sur le bord de passer l'autre bord de la montagne. Je vais y arriver. Qu'est-ce que je fais? Parce que ça arrive jamais. Là, ça me rappelle une discussion. Mais la personne risque de perdre son statut, risque de perdre son statut de héros. Exact. C'est difficile pour Will de dire non, je vais partager mon pouvoir finalement, oui. Ça me rappelle une discussion où vraiment qui m'a mis sur le cul. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour, on était dans les idées et tout entre coachs, puis c'est quelqu'un qui avait pas le même profil que nous, qui venait des ressources humaines. Et là, elle pose la question suivante. Elle dit mais est-ce qu'il y a des perdants là-dedans? Parce qu'on parle beaucoup de ceux qui vont gagner, les gens qui vont grandir. Est-ce que c'est à somme nulle ou pas? Qui sont les perdants? Et là, j'étais scié. Mais effectivement, je crois que c'est possible. C'est-à-dire que quand il y a une évolution qui se fait pour une raison personnelle, ça peut être un manque de confiance, n'importe quoi, une blessure, et on n'embarque pas. Et en fait, notamment dans les transformations, en fait, des fois, certains gestionnaires ou leaders ne sont pas toujours conscients, mais en fait, parce que des fois, il y a des leaders qui veulent vraiment la pisser, ils ont les tripes et tout, mais
Et on peut perdre des bonhommes. Et puis peut-être que simplement ils vont quitter l'organisation, ils vont trouver un nouveau rôle qui va mieux leur correspondre. Mais oui, je crois que c'est vraiment possible. Je crois qu'on peut très bien ne pas déjà embarquer. De nommer, c'est important. Ouais. Ça se peut. Il faut avoir cette ouverture-là, être capable de l'écouter parce qu'on peut très bien ne pas embarquer. Puis moi, je le vis même personnellement des fois dans Code Opal parce que évidemment, c'est un peu notre culture. On est un petit peu un laboratoire interne, on teste des choses, mais il y a des fois où il y a une prise de décision qui va un petit peu loin. Puis là, on sent l'émotion monter. Je me souviens une prise de décision qui a été difficile. On partageait, en fait, c'est ce qu'on appelle une rémunération consciente. Donc, il y avait quand même beaucoup d'argent là à se partager. Et puis, je me souviens, c'est Patrick qui dit ah non, mais là, moi, je pense que c'est pas équitable pour telle personne, puis la personne n'est pas là. Et là, on creuse, puis il arrive à nommer que, en fait, il a un sentiment de culpabilité par rapport à la personne qui est pas là. Donc, c'est super, c'est sur la table, mais c'est chargé, puis c'est gros, puis moi, là, par-dessus, j'ai une autre émotion qui vient, qui est que, ouais, mais là, si on fonctionne sur des culpabilités, donc on est dans la sympathie par rapport à quelqu'un, puis on se sent coupable et tout. Moi, je voyais l'organisation, je dis, on peut pas fonctionner durablement à partir de ce genre. Je l'accepte, je l'entends, mais c'est juste pas durable. Donc, je nomme ça, mais sans être capable de faire mieux. Puis alors là, c'est très chargé dans ce moment-là, mais là, il y a quelque chose, il y a une peur, une grosse qui me montait. J'ai senti que c'était pas durable, qu'on pouvait pas avancer comme ça. Puis je le sors comme je suis capable. Mais voilà, là, il y a des choses des fois qui se passent, puis il y a une limite personnelle qu'on touche. Et là, en fait, ça, là, c'est moi qui l'ai vécu. Mais tout le monde peut avoir ça à un moment donné. Ça peut être ponctuel, ça peut être de manière répétée parce qu'il y a des pratiques avec lesquelles on n'adhère pas. Ça existe. Puis c'est pour ça qu'il faut être, quand on connaît justement les certaines cartographies, puis les différents paradigmes qui peuvent être en jeu, ce que moi j'ai appris avec le temps, c'est que tous les paradigmes ont leur force et ils ont tous leur raison d'être. Puis le but c'est de finalement les faire coexister. Donc faut pas chercher à amener les personnes, faut pas chercher non plus à évoluer de manière un peu artificielle soi-même aussi pour dire moi il y a eu cette force-là m'a drivé à un moment donné, parce que quand on découvre ça et qu'on découvre les cartographies, c'est comme si c'est une révélation un petit peu au début. Puis au début, on sait pas comment bien servir de ça. La pierre philosophale. Ouais, c'est ça. Puis alors, on veut avancer, tout ça. Et puis bon, en fait, c'est très rare. En fait, dans notre vie, ça arrive très rarement qu'on fasse des évolutions. Donc déjà, ça calme tout de suite une fois qu'on a compris ça. Et puis c'est pas ça qui est désirable. Ce qui, par contre, qui me semble désirable, c'est que chacun, avec sa vision du monde et sa manière de se représenter les choses, que lui s'affine dans son mode-là. Et moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans cette façon-là de voir les choses. Et moi, j'aime bien voir aujourd'hui les organisations opales ou libérées comme un endroit qui va permettre à chacun, à partir de sa vision du monde, mais d'affiner. Donc horizontalement finalement de raffiner ses capacités et d'arrondir les angles et d'être capable de se relier davantage aux gens autour de lui et d'être accepté comme il est. Ça, je trouve que c'est vraiment c'est hot parce qu'en plus vous voyez un peu la société qu'on vit, la polarisation et tout ça. Et si on arrivait à cohabiter entre différents paradigmes, différentes manières de fonctionner, différents pays qui fonctionnent d'autres manières et tout ça, et qu'on arrivait quand même à se relier, ça je trouve ça me serait cool. ça m'enthousiasme. Si on est capable de faire. Donc à petite échelle, on se propose d'essayer de faire ça là, mais bon, très humblement évidemment. Je vous amène peut-être ailleurs parce que tu as mis le doigt dessus un petit peu. Au niveau de la rémunération, comment tu l'appelais la rémunération? Rémunération consciente. Ça veut dire quoi ça? Tu reçois un chèque, tu le sais. C'est bon ça. Merci. Bon, le sujet. Voilà. C'est pas ça que je disais. Ouais, mais encore. J'ai jumpé complètement là, dans un autre univers. C'est juste que tu l'as nommé. Puis, deux mots, hein. Mais c'est super intéressant. Ça m'amène à parler du modèle de rémunération qu'on a customisé, qu'on a créé là pour nous. Mais on se rend compte avec le temps aussi que d'autres ont des choses qui s'approchent avec des. Mais oui, donc en fait, dans notre modèle de rémunération chez Code Opal, en fait, par défaut, déjà, on essaye de récompenser la contribution. Donc, quand on fait une contribution, qu'on fait une différence avec une compétence, une intervention, ça, on essaye déjà de récompenser. Okay. Mais on va jusqu'au bout de ça. Ça veut dire que, par exemple, mettons que, je sais pas, Eric, t'es chez Code Opal, tu fais un mandat individuel, t'as eu ton impact individuel, tout l'argent va te revenir. Voilà.
Et on va garder éventuellement ce qu'on appelle nous une quote-part, parce qu'on a aussi des frais courants. J'imagine chez Agile Partnership, c'est pareil, là, le compte en banque, le site internet qu'il faut payer, enfin, etc., etc. Les t-shirts. Parce que qui est très jeune, ce t-shirt. C'est d'ailleurs. Donc, on va prendre une quote-part. Ça, c'est pour les communs, on va dire, pour payer les communs. Ouais. Mais sinon, l'argent... Ça s'appelle la petite caisse, dans notre cas. Ouais, quand même des systèmes comptables sophistiqués. Ouais, c'est ça. Géré par Isabelle. Ouais. Puis quand on fait quelque chose à plusieurs, ou par exemple, Eric, dans ton mandat, il se trouve que tu as eu beaucoup de recours à Mathieu, en fait, à des conversations one-on-one qui t'ont vraiment aidé, en fait, dans ton mandat, qui ont fait que justement, tu as fait peut-être des percées à différents niveaux. Et tu vas dire, mais Mathieu, là, pour moi, tu as eu une contribution, donc je vais te donner un montant d'argent, en fait. Cadeau Walmart. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sous-traitance interne, ça peut arriver. Et aussi, carrément, des fois, vous pourriez partir à deux sur un mandat, vraiment être en binôme, ou vraiment collaborer avec peut-être un lead, quelqu'un en appui, mais avec vraiment des contributions différentes. Et là, l'argent, si on enlève la quote-part, après, il faut se le répartir. Et c'est là qu'intervient la pratique de rémunération consciente. En fait, c'est une manière de se répartir un argent qu'on a gagné collectivement, en fait. Voilà. Et donc là, on a un petit processus par lequel on passe. Donc, en gros, c'est basé sur ce qu'on utilise, si ça vous intéresse, c'est basé sur la prise de décision par consentement. Okay. Donc, en gros, mais un peu transformé, c'est qu'en gros, chacun, finalement, annonce un peu ce qu'il lui penserait juste de gagner. Puis après, on a des tours de réaction. Donc on peut réagir. Ah, Mathieu, je trouve que ça dit ça, mais moi j'ai vu plus chez toi. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être regarde ça. Moi je trouve que c'est. Donc on réagit librement, vraiment sur qui voilà. Mais chacun donne son montant. Et puis donc ça fait une première répartition. On réagit. Les gens sont amenés à intégrer ces réactions dans peut-être ils vont adapter leur montant qu'ils demandent pour eux. Puis là on passe par un tour. Ah non, il y a d'abord la clarification, pourquoi tu choisis ça et tout ça, donc on veut des informations, tour de réaction, proposition V2 et après tour d'objection. Ouais. Donc tour d'objection, c'est vraiment est-ce que je peux pas vivre avec la répartition qui est sur la table. Je déchire ma chemise. Là. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui fait que pour moi ça passe pas, j'ai atteint une limite, ou alors je vois une limite pour l'organisation, il y a quelque chose, on va frapper un mur si on va là, et puis une fois que toutes les observations et les objections éventuellement sont formulées, puis après intégrées, donc amendées, ça amende la proposition de répartition. Après, c'est entériné, et après, on se répartit l'argent. Voilà. Et normalement, si chacun a eu le courage de dire ce qu'il voulait, tout ça, mais ça, c'est avec le temps et la pratique. De base, un peu. Ouais, puis ça vient avec la pratique. Des fois, on peut ressortir de là avec une petite boule, mais je me suis pas exprimé, j'ai pas réagi vraiment avec ce que j'avais. Des fois, on repart de là. Puis des fois, et je me souviens même une fois où ça a viré après en rétrospective. En fait, il a fallu faire le processus plus direct derrière la rétrospective de qu'est-ce qu'on a vécu. Wow. Voilà. Mais après, avec le temps, c'est sûr qu'il y a une habitude, une compétence qui se bâtit. Puis ça, une confiance aussi. Une confiance, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça la rémunération consciente. Ouais. Donc, rémunération consciente. Oui. Ouais. Parler du trust qui s'instaure, puis du processus comme tel qui ressemble un peu à certains core protocoles là, dans tout ça. Là. Ouais. Je connais mal, mais peut-être, ouais. Sûrement, il y a des choses qui doivent s'apparenter, mais j'avoue que je suis pas savant. J'ai goût de t'amener à l'exemple de Backlog Refinement. D'accord. Qu'est-ce que tu as observé comme comportement mal de la part de certains Scrum Masters? Ils n'ont pas fait ça, finalement. Là. Ils ne se sont pas détachés. Ils n'ont pas... Mal? Oui. Ah, ouais. Jugement de Scrum Master. Je peux vous poser la question, vous deux, en fait. Mal. Vraiment mal. L'exemple. Le Scrum Guide dit... Voilà, le premier mal. Équipe, faites pas ça, le Scrum Guide dit vous devez faire ça comme ça. Ce genre de choses. OK. Une empilade de trucs sur le Scrum Guide. Là, il faut absolument que ça soit en tasking, sinon c'est pas agile. Et si possible, quelque chose qui est anti-perspective évolutionnaire. Mais je vais être redondant. Ça pourrait se manifester comment? Que fait Joe Mary, le Scrum Master? Ouais. Moi, des fois, ça me fait un petit quelque chose quand j'entends normalement, 3 petits points. Donc, par exemple, on va prendre n'importe quoi normalement en Scrum. C'est un jugement. Mais en fait, non, c'est juste que, en fait, le ou la Scrum Master est capable de voir qu'il y a quelque chose qui pourrait s'améliorer. Donc, elle repère comme le potentiel d'amélioration, mais elle
Puis des fois, on utilise les ressources qu'on a. Et ce qu'on utilise, c'est ce qu'on lit dans le livre, en fait, ou dans le guide. Oui. Donc, par exemple, en Scrum, je sais pas, le daily devrait durer 15 minutes. Ben, pas, jamais plus, là. Donc, c'est ce genre de choses. Ou alors, on va regarder dans Save, puis on va dire, normalement, le RTE ne fait pas cette chose-là. Voilà. Ça, c'est vrai que ça, c'est dans mon esprit, ça referme les possibles, ça nous coupe des vrais besoins ou de l'évolution potentielle. Ouais, de ce qui est présent, du besoin qui est présent en fait, puis ça limite. Donc ça, alors oui, c'est mal, mais après, une fois que j'ai ressenti ça, je me dis ok, ben c'est ces ressources du moment, on fait avec aussi ce qu'on a. Donc après, moi évidemment, je cherche, ben, c'est quoi la prochaine discussion que je peux avoir en disant voilà, là t'as recours au livre. Mais si, en fait, le jeu, c'est de comprendre le principe qui est derrière, en fait. C'est quoi c'est parce que ça, il faut différencier le principe de la pratique, en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien faire après. Donc, mettons, le daily dure 15 minutes. En fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on doit s'échanger, uniquement les discussions, les informations qui sont précieuses pour l'équipe. Puis après, il y aura d'autres discussions dans la journée où ça va générer des échanges. Mais on s'échange uniquement qu'est-ce qui est précieux et important. Donc en fait, ça peut durer moins, comme ça peut durer plus aussi. Mais voilà, donc je m'amuse en fait à aider la personne à identifier le principe qui est derrière. Ouais. Et là, du coup, là, au moins, on a discussion sur le principe avec l'équipe, que je trouve déjà plus ouvert. Et après, on peut choisir la pratique ou la règle qu'on veut instaurer. Donc, ça peut être bien d'ailleurs d'instaurer un 15 minutes limite si on dépasse souvent. Alors, pendant un temps, ça peut nous aider de se mettre une limite, parce qu'on peut, ça peut nous inciter en fait à choisir plus précisément les informations qu'on partage. Donc voilà. Donc après, il y a plein de possibles. Du coup, on remonte au principe, puis du coup, ça élargit tous les possibles. Les différentes pratiques qu'on peut mettre en place. Puis moi, j'aime bien faire ça. Puis aussi, dernièrement, j'ai joué avec ça parce que j'ai eu à accompagner une entreprise qui est pas du tout dans le logiciel. En fait, ils sont dans les batteries électriques. C'est une petite entreprise, une petite start-up de Sherbrooke. Okay. Et là, moi, ça m'a challengé énormément. Parce que des fois, je dis ça, mais des fois, je sors la pratique que j'ai souvent vu fonctionner. C'est sûr que quand même, je la sors parce que je pense que c'est. Mais là, je peux plus faire ça parce que là, il y a plus aucune pratique connue qui est applicable en fait. Il y a que les principes dont on peut parler. Et après, il faut découvrir ce serait quoi la pratique qui ferait du sens dans ton. Mais là, du coup, moi, ça m'a fait beaucoup grandir parce que j'avais même besoin de la personne que j'accompagne. Je le remercie souvent parce que j'avais autant besoin de lui que lui avait besoin de moi, parce qu'une fois qu'on a échangé pour dire ok, dans quelle direction on aimerait emmener la chose, qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain, là j'ai besoin de toi là. Il faut que tu m'aides parce que moi je connais pas ton environnement, puis je vais le découvrir. Et donc ça, c'était hyper intéressant et ça m'a vraiment comme invité à chaque fois à revenir. C'est quoi le principe? Pourquoi on fait des roadmaps? Ça sert vraiment à quoi? C'est quoi la vision qu'on veut amener à notre board? C'est quoi à quoi ça sert? Pourquoi on fait des épiques, des fois des épopées? À quoi ça sert des fois d'avoir une granularité comme ça? Comment ça peut nous servir? Voilà, etc. Comme c'est exigeant là, mais voilà. C'est un travail qui est nécessaire quand on veut sortir du monde logiciel, parce que toutes les pratiques qu'on voit, c'est très adapté dans un environnement où les choses sont malléables, on peut faire des avant-arrière, des transformations, mais quand on est quelque chose moins malléable, il y a des nouvelles contraintes là qui apparaissent, on est plus dans le tangible. Et... Le hardware, c'est c'est ça. Mais il reste que les principes sont intéressants. Voilà, je sais pas pourquoi on est arrivé là, mais... On parlait d'un Scrum Master dysfonctionnel. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de mal. Qui fait quelque chose de... Donc ça, je trouve que c'est une forme des anti-patterns c'est une forme de dysfonction d'avoir recours au livre, mais des fois c'est ça la ressource qu'on a. Mais essayer de revenir. Aussi l'autre oui, ça j'ai vu ça aussi il y a pas longtemps, c'est qu'on oublie Scrum. J'ai vécu dans un environnement il y a pas longtemps. Qui est une bonne ou une mauvaise chose, je suis pas sûr. Mais en fait non, mais excuse-moi. Merci de me ramener. En fait, c'est qu'on oublie l'agilité au niveau de l'équipe parce qu'on parle tellement de scaling et tout ça. Alors on parle le multi-squad, comment on appelle ça, le PI planning, donc le planning multi-équipe, multi-sprint, tout ça, puis on met beaucoup d'emphase là-dessus parce que c'est sur ça qu'on veut grandir. Et finalement, après, on se rend compte qu'il y a des Scrum Masters qui arrivent jeunes et ils tombent dans toutes ces discussions, mais il y a toute l'agilité niveau équipe aussi, sur laquelle c'est basé. Et que moi j'ai vécu ça dernièrement, donc c'est aussi un truc, et je me suis retrouvé finalement à parler plus d'agilité d'équipe en fait.
refaisons du scrum, utilisons nos sprints pour découvrir des choses, puis de sprint en sprint avançons, parce qu'on se rend compte qu'on faisait des planifications finalement de 3 mois, mais vraiment relativement coulées dans le béton, et finalement on n'utilise plus l'apprentissage d'un sprint à l'autre, on utilisait peu cette force-là. Voire plus du tout. Ouais, voire plus du tout. Puis on s'engageait sur ça. Donc après, en fait, on retombait sur des engagements fermes aux 3 mois, mais sans cette marge de manœuvre qui nous permet d'apprendre, parce qu'il se passe évidemment des choses. Ouais, c'est ça. Puis, je réinvitais des fois à relire même le guide Scrum. Voilà, il est de plus en plus petit, fait que c'est pas un problème. Ah ouais, non, c'est ça. Puis c'est court, c'est efficace, c'est bien écrit. Ouais, c'est ça. Tu as mentionné à quelques reprises des PI planning, des RTE, donc tu fais référence à du scaling, d'agilité, notamment SAFe, qui est un des plus populaires qui existe. Comment fais-tu pour réconcilier perspective évolutionnaire et l'installation d'un scaling framework à la SAFe? Il y a quand même un roadmap là, d'installation qui existe. Dans la démarche sur le changement. Oui, exact. Tu étais GP, tu étais devenu Scrum Master, tu es maintenant RTE. On fait des PI planning, on lock pour 3 mois. Donc, il y a une forme d'installation qui se présente. Comment on fait pour réconcilier une perspective évolutionnaire versus la mise en place d'un scaling framework? Effectivement. Moi, j'ai eu quand même quelques conversation où j'ai fait une différence, j'ai l'impression. Quand j'ai nommé, en fait, il y a une croyance que j'ai trouvée très présente. Alors peut-être que ça, on verra les auditeurs si c'est applicable dans d'autres contextes, mais souvent, moi j'ai rencontré quand il y a SAFe, il y a une croyance qui s'installe qui est plus on est proche du modèle, plus on est proche du papier, du modèle qui est sur Internet, plus on est proche, mieux ça va être. Plus on est agile, parce qu'on est collé sur... Plus on est agile, meilleur ça va être. En fait, c'est bon de coller le plus possible. Et en fait, notre travail d'évolution, c'est de coller le plus possible au modèle. Okay. Et ça fait mal. Pourquoi? Ça fait mal parce que il y a personne qui fait du SAFe comme sur le papier. Personne, même les organisations qui ont des dizaines d'années, ça sera quelque chose de différent qui va être fait parce que l'implémentation sur le terrain est toujours différente. Il y a des particularités. L'organisation a une histoire, a des croyances qui sont spécifiques. Donc l'implémentation, ça va toujours être une chose vraiment spécifique en fait. Okay. Et ça c'est pour se décoller du modèle. Après, par contre, savoir aussi reconnaître la force du modèle, c'est-à-dire qu'il y a un travail notamment de documentation assez formidable, il y a un bon travail, c'est très précis, les mots sont choisis, c'est bien classé, on peut s'y référer, tout ça. Mais par contre, vouloir coller le plus possible, ça je trouve que c'est vraiment dangereux. Notamment, par exemple, des personnes qui lisent leur rôle, moi je deviens RTE, puis alors ils disent ça comme si il fallait qu'ils deviennent exactement ça, alors qu'ils vont amener une saveur, il va y avoir des différences. Donc il faut amener tout cet espace, cette marge de manœuvre là, parce que c'est, par exemple, moi j'aime bien citer le cas du modèle Spotify je pense qu'il nous a beaucoup inspiré en son temps quand la fameuse vidéo de Henrik Nieberg est sortie. Qui n'est pas un modèle, mais bon. Alors, c'est une vidéo. C'est une vidéo qui est devenue un modèle. Puis après ça, il a été documenté, publicisé par plusieurs qui faisaient référence comme si c'était un modèle. Non, oui, comme si c'était un modèle. Fortement inspirant, mais il y en a eu des escouades après ça. C'est ça. Il y en a encore aujourd'hui. Oh oui. Puis ça a été puissant, ça nous a inspiré, c'est absolument formidable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, j'avais lu un article, je crois, l'an dernier, qui disait, quelqu'un qui a vécu ces années-là chez Spotify, il disait, mais on n'a jamais fait ça. C'est-à-dire que la vidéo qui a été montrée... Ils l'ont fait pendant une demi-heure. Ils ont fait une évolution vers autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est la vidéo, et en fait, c'est quand on écoute vraiment précisément les mots, je crois, dans la deuxième vidéo, parce que c'est en 2 parties, c'est dit, en fait, dans la vidéo. C'est Derek Neberg. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une part dans ce qui est montré de vision. C'est-à-dire, il y a une part de réalité vécue et une part aussi de là où il voudrait aller. Donc, et puis tout ça, on le sait, on a écrit des conférences ou des présentations ou des formations. À un moment donné, il faut vulgariser, il faut simplifier. Sinon, le message est difficile à passer. Donc, c'est normal, il n'y a aucune critique derrière ça. Mais il faut quand même toujours garder une saine distance. Même la perspective évolutionnaire, ce pattern-là, il faut garder une distance saine par rapport. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Ça a été aussi produit par quelqu'un qui est dans un certain paradigme, par certaines personnalités qui ont aussi leurs propres limites. Donc, à chaque fois, il y a une saine distance, en fait, à amener puis à garder en tête. Et donc, voilà. Donc, et ça, c'est valable pour SAFe, c'est valable pour Spotify, c'est valable pour tout. À quel point la perspective évolutionnaire peut
peut vivre justement avec un target end state. On dirait que depuis tout à l'heure, avoir une perspective évolutionnaire, c'est être ouvert à ne pas savoir ce que va être l'end state. Si, mettons, moi, j'ai un end state, là, on veut aller là. Nous serons organisés de même, safe ou pas, ou Spotify ou pas. Quand j'ai ce end state-là, puis prendre une posture évolutionnaire, je sais pas si je peux prendre ces mots-là, à quel point c'est contradictoire. Nous avons tiré des dividendes importants de l'intelligence collective lors des raffinements de backlog, par exemple. Mettons. Ouais. Puis, fait que là, je veux absolument m'en aller là. On dirait que j'ai le feeling que c'est un peu contradictoire avec une perspective évolutionnaire. Effectivement. Maintenant, tu peux garder ton jeu sous ta manche, puis pas forcément dévoiler tout ça, puis peut-être te dire, moi, comment je réagis instinctivement, c'est hey, c'est cool, il y a un objectif désiré. Donc là, il y a une énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour amener de nouvelles choses. Mais peut-être que la personne, elle se fait une idée encore précise de là où elle veut aller, puis à quoi ça veut ressembler, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle veut aller quelque part. Donc, moi, ma question que je me pose là, c'est comment je peux, comment dirais-je, jouer avec cette énergie-là pour faire des expérimentations. Puis après, on va vivre ensemble sur le terrain le fait que ça n'a pas donné ce qu'on pensait que ça allait donner. Mais ça, je suis pas obligé de le dire. Je peux faire le vivre avec la personne, si je pense que je peux le vivre avec la personne. Puis après, on dit, hey, t'as vu comment ça a secoué là? Il y a des choses qui sont venues on n'avait pas prévu ça là. Tu vois comme c'est organique, puis là si je peux passer par l'expérience avec la personne, je trouve que c'est toujours plus efficace, parce que quand on passe par l'expérientiel, on active tous nos centres d'intelligence, donc l'intellect, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence instinctive, même physiologique, tout ça est engagé, et donc après c'est plus facile de vivre quelque chose, puis après c'est dire hey, toi aussi t'as vécu la même chose que moi, que de l'amener tout de suite en disant ouais non mais là je sens que t'as un objectif précis. On peut poser une question, tu sais, pour un peu, comment dirais-je, challenger, ou poser une question puissante mais ça sert à, éventuellement, je vais pas trop loin. Une fois que l'énergie est là, je dis ok, ça c'est suffisant pour faire les prochaines expérimentations. Là, je vais être très pragmatique en fait. Et puis je dis ok, c'est bon, j'ai l'énergie. Là, ce qui est dur, c'est quand tout va bien, qu'on a embauché le coach pour faire bien, parce qu'il faut qu'il soit marqué coach. Ah, ça c'est dur. Coach. Ah, ça c'est dur. Ça c'est dur parce que là il se passe rien, et là il faut être patient, faut savoir observer, faut savoir lire sous la surface ce qui se passe, poser des questions, avoir des discussions, puis des fois changer de mandat éventuellement, mais des fois ça prend du temps avant de découvrir vraiment qu'est-ce qui se passe ici, que les gens auraient envie de dépasser. Souvent il y a quelque chose, mais ouais, des fois c'est pas comment dirais-je, ouais non, il y a pas d'énergie, c'est dur. Bon bah il faut améliorer la maturité de nos pratiques qu'on a déjà. Ça c'est, des fois c'est plus dur. Peut-être je suis plus au défi quand c'est comme ça. J'aime bien quand il y a éventuellement beaucoup d'énergie avec, je sais pas, des départs, des problèmes de rétention, des problèmes de résultats d'entreprise qui font qu'on est préoccupé, parce que c'est sûr que ça, en fait, l'énergie, en fait, c'est comme si sur le continuum, c'est comme si on était plus proche de la limite. Donc, c'est sûr que le coach, dans ces moments-là, quelque chose qui va se passer, là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que si on est dans une phase stable, où on est juste en train d'affiner, peut-être, puis ça parle peut-être de qui je suis et de mon profil un peu. Moi, je suis un peu un explorateur. Donc, j'aime bien quand on essaye des choses nouvelles. C'est vrai que si je répète des choses, peut-être je peux m'éteindre un peu, et là, peut-être je me mets à réfléchir peut-être à d'autres avenues. Pour moi, peut-être je me mets à penser que je suis peut-être pas le meilleur dans cette situation. Donc, peut-être ça parle plus de moi qu'autre chose, parce que peut-être il y a d'autres profils de coach qui vont justement pouvoir travailler sur affiner la maturité, sur la manière d'estimer, la manière de optimiser encore la chaîne de valeur, et ça va les passionner. Voilà. Moi, peut-être que c'est moi mon profil, mettons. Et selon ton profil, tu commences un nouveau mandat bientôt. On nomme pas de nom. Tu commences un nouveau mandat. Selon ton profil à toi, à quoi va ressembler tes 2-3 qui est différent du pattern typique, là. Qu'est-ce que tu vas faire quoi les 3 premières semaines de ton mandat? Les 3 premières semaines. À part écouter et observer. Oui, alors ça c'est la réponse. C'est la réponse de base. Alors, en fait, moi déjà j'ai annoncé la couleur. Bon, maintenant j'ai quand même quelques années derrière moi qui fait que je suis capable de présenter à peu près de manière fidèle mon profil. En tout cas, quelques caractéristiques que je sais qui sont vraies parce que j'ai eu des feedbacks et tout ça. Donc j'essaye d'annoncer la couleur le plus tôt possible. Donc même, je travaille sur ma présentation parce que je trouve que le plus tôt l'identité de quelqu'un est révélée, c'est comme si
ça crée des conditions favorables pour la suite. En fait, au lieu de se découvrir en cours de chemin, le plus tôt on expose les informations importantes qui transmettent qui on est, la saveur, le mieux pour la suite. C'est la croyance que j'ai. Okay. Donc j'essaye de travailler sur ça. Donc la première journée, tu te dévoiles, si j'ai bien compris? Dès l'entretien, avant, c'est possible. Avant, ouais. Avant. Et donc là, j'ai déjà eu ces discussions avec la personne, donc il va peut-être se reconnaître. Et donc, il y a une connaissance de... On peut citer? Je sais pas. Non. Ton cas. Évitons. C'est bon, on évite. Et donc, tout ça est déjà su et connu. Donc, il voit un peu mon profil. Il m'a présenté différentes situations dans l'organisation où je pourrais intervenir. Puis déjà, on s'est mis d'accord. Celle-là et celle-là, probablement, ça fitterait plus avec mon profil. Okay. Donc, voilà. Et après, sinon, pour les premières actions, la personne lui-même, en fait, on est tombé d'accord sur justement une phase d'observation qui est la base, notamment si on suit ce qu'on se dit depuis le début. En fait, ça part déjà de l'appréciation, être capable de c'est quoi les forces, comment ça fonctionne ici et comment qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est quoi qui fonctionne bien. Donc ça, il faut que voilà. Puis après, effectivement, souvent aussi, on essaye de faire, je pense qu'on est pareil là-dessus, vous allez me dire, mais on essaye aussi peut-être des fois de faire des petits gains pour voir comment les gens réagissent à telle chose, voir si on peut amener une petite différence, ça, mais on n'est pas sur des grosses choses, c'est peut-être des petites touches, une expression, un mot, une pratique qu'on ramène d'ailleurs, juste pour faire du petit saupoudrage, mais qui n'est pas de grande valeur, mais ça nous sert à tester le terrain, à nous fournir l'appétit, ça nous fournit en observation finalement. Mais oui, je vais Est-ce que tu le nommes, ça? Est-ce que tu le dis à l'équipe avec qui tu interviens? Non, pas forcément. Non? Okay. Non, ça dépend parce que si tu veux, si y a un besoin hyper pressant, puis écoute Laurent, là on t'a embauché, puis il y a une situation urgente, là ça veut dire que il va falloir amener très très rapidement des interventions qui font une différence. Puis si je vois que c'est important pour créer une relation de confiance, peut-être je pourrais tomber dans ce pattern-là, mais avec tous les risques que ça pose aussi, parce que des fois on fait des coups court terme, puis on le regrette après. Donc, mais si je vois que c'est hyper important pour créer une relation de confiance, peut-être que je pourrais être amené à le faire. Mais je sais que je vais le payer par la suite. Mais bon. Il faut savoir naviguer aussi des fois avec l'urgence, des fois ça commande, il y a un besoin qui est là pressant et donc on n'a pas encore les informations, peut-être je vais m'appuyer plus sur les gens qui sont déjà là en disant je sais pas encore comment me dépatouiller, comment je dois interpréter cette situation là dans cette organisation là, il va falloir, parce que je vais avoir la chance d'avoir une petite équipe une communauté. Une petite communauté, exactement. Donc, je pense que ce serait un bon moment aussi pour s'appuyer sur les gens qui sont là depuis un moment. Ouais, je connais un bon coach là-bas. Même 2, au moins. Ouais. peut-être même plus. Stéphane Bourque, lui, on peut le nommer, c'est pas un problème. Après, ça vient donner un indice. C'est précis. Oups! Je tiens de rester dans le flou, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça donne un indice. Ça ne demande pas un expert en réseaux sociaux trop développé. Le niveau de stalking requis pas. Stéphane va nous parler. Vous écoutez, mon profil a été consulté 42 fois. Je comprends pas pourquoi. Bon. Wow, OK. On a couvert tout terrain. Oui. Merci. Mais il y a des bouts inspirants, puis je me remettais en question à certaines reprises là, pendant notre discussion, avec des trucs qui se passent là. Puis je pense que ça va mijoter dans la voiture jusqu'à chez moi, puis je vais peut-être adapter quelques trucs pour demain. Oui, comme quoi? Comme quoi? Je te mets sur le spot. Il y a un grand désir d'évolution. C'est correct avec des objectifs très ambitieux derrière ça. Je suis déjà beaucoup dans le comprendre le pourquoi, blablabla, le mettre. Puis aussi un petit peu dans le OK, faisons-le, ce roadmap-là, vivons-le, etc. Mais en prenant la perspective évolutive, parce que ça amène une petite touche entre les deux de OK, mais ça va être quoi la première expérimentation qu'on va faire sur ce chemin-là du roadmap? C'est un peu ce que je retire de là. Ouais, bien le choisir. Et les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, ils peuvent me contacter. Je partage habituellement mon support de conférence que j'avais fait à l'automne. Pour ceux qui sont intéressés, je le partage librement. Puis je travaille aussi c'est ça que j'essaie d'enregistrer aussi pour rendre, enfin en tout cas, je travaille là-dessus pour faire aussi peut-être un format vidéo accessible. Donc un peu mieux qu'un support papier là, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises là, de refaire
la conférence si elle était disponible. Donc, OK. Puis les gens est-ce qu'ils peuvent te contacter, je sais pas, via LinkedIn ou quelque chose comme LinkedIn. ça? Ouais, Laurent, j'aurais des questions, je serais intéressé. Peux-tu m'en dire plus sur LinkedIn, c'est parfait. Oui. X? Je vais mettre le lien dans les descriptions. Ouais, c'est ça. J'aime ça faire ça. Ouais, oui, oui. Puis sinon, Je me sens important. Ouais. Ou ici. Je sais pas si. sinon, je recommande un petit article sur la spirale dynamique. Oui. C'est très bien. Il y a une vidéo. Si on tape dans YouTube Lalou Culture Modèle, tapez ça, vous allez tomber sur l'explication en vidéo du modèle de culture de Lalou. Très, très inspirant aussi. Voilà. Ça se donne des petites ressources là pour aller goûter en fait rapidement. Super. Merci Laurent. Merci, Laurent. Très cool. Merci à vous, merci pour l'accueil et merci aussi, et j'en profite, merci pour ce que vous faites aussi pour la communauté. Je pense que vous êtes Cool, merci. Vous êtes impliqués, vous êtes investis, puis je pense que vous apportez une valeur, une vraie différence, vous faites une différence positive dans voilà. Merci pour ça. Merci, c'est gentil, super gentil. On s'amuse. Les deux objectifs de base, c'est faire découvrir des gens ou des concepts ou des trucs comme ça, puis l'autre, c'est avoir du fun. Fait que c'est bon. Ouais. C'est bon. Vous cochez vos cases. Ouais, absolument. Merci les boys. C'est super. Bonne soirée.